Bienvenue à tous et bonjour à vous. Deux invités pour ce grand rendez-vous présidentiel à partir de 10h30. Nous recevrons Marion Maréchal, soutien d'Éric Zemmour. Les équipes du candidat de Reconquête veulent encore croire à une qualification au second tour malgré la très bonne résistance de Marine Le Pen. On en parlera. Et puis, il faudra aussi compter avec la bonne dynamique de Jean-Luc Mélenchon. Et justement, il est un fidèle du candidat de la France Insoumise. Notre premier invité ce dimanche, Adrien Quatennens. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être là. Bienvenue à vous. Sondage, dernière ligne droite avant le premier tour programme, bien sûr. Nous allons évoquer tous ces sujets. Mais tout d'abord, Adrien Quatennens, ce matin, on l'a vu dans nos images et sur Europe 1, les bombardements s'intensifient en Ukraine. Les forces russes sont entrées dans Mariupol. Malgré tout, le président ukrainien Zelensky dit qu'il est temps de se réunir avec la Russie pour parler de paix. Si dans quelques semaines, Adrien Quatennens, quelques jours, on ne sait pas, malgré la situation, il y a quand même un cessez-le-feu. La Russie pourrait-elle, selon vous, réintégrer le concert de nations ou alors est-ce que Poutine est définitivement au banc de ces nations ? En tout cas, une chose est sûre, et je pense que beaucoup le disent, même s'il y a certains discours qui, franchement, parfois pourraient nous amener à la guerre totale. Mais nous, ce que nous disons, c'est qu'entre la guerre totale, entre puissance nucléaire et la diplomatie, il n'y a pas d'alternative. Et donc, tout doit aller à la diplomatie. Alors, bien sûr, il ne s'agit pas simplement de le décréter. On voit qu'à l'heure où l'on se parle, Vladimir Poutine poursuit ses bombardements et le choix détestable qu'il a fait de faire revenir sur le vieux continent un mode de règlement des conflits qu'on croyait révolu, la guerre. Donc il faut accroître la pression sur lui pour l'isoler. Et pour cela, nous pensons que ça passe par un accroissement des sanctions ciblant les oligarques autour de Vladimir Poutine. L'économiste Thomas Piketty parlait de 0,02% de la population russe qui a un patrimoine de plus de 10 millions d'euros immobiliers et financiers. Ce sont les gens qui font en quelque sorte le pouvoir de Vladimir Poutine. C'est eux qu'il faut donc frapper au portefeuille pour l'isoler et le pousser à revenir à la table des discussions pour faire en sorte qu'on ait en effet un cessez-le-feu, le retrait des troupes russes d'Ukraine où elles n'ont rien à faire, et qu'en effet on puisse se mettre autour d'une table pour trouver une issue diplomatique. Je note d'ailleurs que la question du statut neutre de l'Ukraine, qui a d'ailleurs été mise sur la table par le président Zelensky à un moment donné lui-même, et qui dit aujourd'hui il faut revenir à la discussion, à mon avis, apporterait des garanties de sécurité de part et d'autre pour qu'on puisse faire taire les bombes. Et ça doit être la priorité. Sur les oligarques, ils le sont, visés, ciblés et sanctionnés. Il ne vous aura pas échappé qu'aujourd'hui, par exemple, en France, je crois qu'on a juste saisi un yacht à la Ciotat. Comme disait Jean-Luc Mélenchon la semaine dernière, faites le tour de l'union départementale CGT du coin, ils vont vous dire où se trouvent. C'est sûr, mais il y a des procédures malgré tout. Il y a beaucoup à faire. Et c'est là-dessus qu'il faut d'abord appuyer. Parce que par ailleurs, les sanctions économiques tous azimuts, elles ont aussi des effets sur le peuple russe lui-même. Et il ne faudrait pas solidariser davantage le peuple russe avec le choix de Vladimir Poutine de faire la guerre. Et puis par ailleurs, ces sanctions économiques, elles n'ont jamais fait preuve d'une grande efficacité. Les sanctions économiques ne sont pas venues à bout de Cuba, que je sache, pas au bout du régime iranien non plus. Et la dernière fois contre la Russie, ça nous a coûté pour nos agriculteurs 8 milliards d'euros. Alors c'est sans issue, Adrien Quatennens. Si, justement, l'issue c'est accroître la pression sur les oligarques essentiellement. Isoler Vladimir Poutine de la clique autour de lui qui fait son pouvoir. Pour que ces gens se disent, mais est-ce qu'on a encore intérêt à suivre Vladimir Poutine qui fait le choix de la guerre, et qu'alors une solution diplomatique puisse avoir lieu, parce que le plus important, c'est en effet de faire cesser les bombes. Alors, Joe Biden qualifie Vladimir Poutine de criminel de guerre. Boris Johnson dit qu'il n'y a plus de réconciliation possible entre le camp de la dictature et de la démocratie. Emmanuel Macron refuse d'utiliser de telles formules pour garder le canal diplomatique ouvert. Est-ce qu'Emmanuel Macron a raison de ne pas utiliser de telles formules ? En toute hypothèse, faire le choix de la diplomatie est le bon choix. Alors après, il y a des tas de problèmes et des erreurs qui nous ont mené à la situation dans laquelle nous sommes. Tout le monde comprend que dès lors que la France reste alignée, c'est-à-dire dans le cadre de l'OTAN, quand M. Poutine reçoit M. Macron, même de l'autre côté de la table, il sait qu'il n'a pas en face de lui quelqu'un qui a les clés du conflit entre les mains. On se souvient d'ailleurs des propos de Joe Biden qui étaient assez contradictoires avec la volonté de désescalade affichée par Emmanuel Macron lorsqu'il s'était déplacé à Moscou. Bon, après, comment le qualifier ? Moi, je regarde comme vous les images et ce que l'on voit des bombardements. S'il y a des crimes de guerre, il s'agit de qualifier en effet Vladimir Poutine de criminel de guerre, si c'est avéré en effet. Mais on peut discuter avec quelqu'un qu'on a au préalable qualifié de criminel de guerre. C'est une question pragmatique. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut... Vous dites guerre et diplomatie vont ensemble, et on le voit bien. Est-ce qu'en le traitant ainsi, on peut espérer aussi une issue ? Parce que c'est ça le... Mais de toute façon, principal. il s'agit de dire une chose. Quand on dirige un grand pays comme la France ou qu'on aspire à le diriger, sur la scène internationale, il y a deux éléments qui doivent dicter nos actions. Le premier, c'est la paix. Et la paix, d'ailleurs, c'est pas un état de fait qui se constate. La paix, c'est une construction politique, patiente, méthodique. Et le deuxième élément, c'est les intérêts des Français à maintenir. Et quels que soient les régimes
avec lesquels nous avons à discuter. Il y a beaucoup de régimes avec lesquels nous ne sommes pas d'accord, et pour autant, il faut maintenir la relation diplomatique. Donc, il ne faudrait pas, en effet, la rendre impossible. Je vois que les États-Unis qualifient Vladimir Poutine de criminel de guerre. On n'a pas vu que les États-Unis aient signé la convention sur ce sujet, parce qu'eux-mêmes ont régulièrement été accusés. Bon, s'ils l'a signé, eh bien, à ce moment-là, en effet, tout criminel de guerre, quel qu'il soit, de toute façon, doit être jugé. Voilà, ça c'est le b.a.-ba, et ça doit être une loi commune de l'humanité. Vous avez parlé, Adrien Quatennens, des intérêts des Français, de la France. Dans cette situation de guerre, le réflexe de conserver le président en place est réel. Certains appellent ça le réflexe drapeau, faisant croire à certains que cette présidentielle pourrait être pliée. Qu'est-ce que vous répondez à cet argument ? Moi, ce que je dis, c'est que sous aucun prétexte, une élection présidentielle, qui est le grand moment de la démocratie, où nous avons à trancher des grandes orientations pour les 5 prochaines années, ne peut se transformer, quel que soit le contexte, en formalité administrative de reconduction automatique du sortant. Il y a un risque là ? Écoutez, en tout cas, c'est la narrative de M. Macron, incontestablement. Bon Quels que soient les grands enjeux que nous avons sous les yeux, la guerre en Europe, les tensions dans le monde, le dernier rapport du GIEC sur le climat qui devrait tous nous alarmer, ou l'urgence sociale dans ce pays. D'ailleurs, vous aurez noté que l'inflation n'a pas attendu la guerre pour commencer. Donc la question des prix et des Français qui sont serrés à la gorge aujourd'hui est une grande question. Tous ces grands enjeux vont être tranchés lors de l'élection présidentielle. Le chef de l'État, c'est aussi le chef des armées. Donc évidemment que le choix des Français dans quelques semaines va nous engager, y compris sur la scène internationale. Quand nous disons que la France doit être non alignée... sentiment que pour lui, la présidentielle serait enjambée. Écoutez, voir M. Macron, président dont on a dit qu'il était disruptif, je crois, moderne, quelqu'un qu'on connaît plutôt aimant le panache et la confrontation des idées. Très franchement, le voir courir dans les jupes de ses prédécesseurs, Mitterrand, Chirac et les autres, pour dire « Ah bah les autres n'ont pas débattu, donc moi non plus », j'ai envie de dire c'est pas très original. Certes, les autres ne l'ont pas fait, ça l'empêchait pas, s'ils le souhaitaient, de le faire. Et je crois que tout le monde comprend que la démocratie est vitale s'il y a de la confrontation des idées. Enfin, on a inventé un mode de règlement de nos désaccords. Là où avant on réglait nos désaccords par les coups de bâton, aujourd'hui c'est les arguments et les bulletins de vote. Mais pour ça, il faut qu'il y ait de la confrontation politique. Quand vous voyez une émission comme celle à laquelle on a eu le droit il y a quelques jours, où M. Macron pose ses exigences de ne pas croiser ses adversaires, d'avoir tout le monde en randonnion, chacun dans son couloir, je crois que c'est pas bon pour la démocratie. Il y a besoin de débat d'idées, de confrontation des idées. C'est un président candidat qui est autour de 30% dans les intentions de vote selon les sondages, alors que son prédécesseur François Hollande n'avait même pas pu se représenter, ça dit quoi selon vous ? Ça dit en tout cas une chose. On est à, je crois, 20 jours de l'élection présidentielle. Je crois qu'on peut se dire qu'à 20 jours de l'élection présidentielle, il apparaît qu'Emmanuel Macron sera au second tour. Et donc la question qui est posée pour les 20 jours qui restent au peuple français... C'est qui est en face ? Évidemment. Et donc là, de ce point de vue, je me souviens d'une enquête d'opinion qui disait encore il y a quelques mois que 80% des Français ne voulaient pas revoir l'affiche pitoyable et le débat nullissime, il faut bien le dire, que nous avions eu en 2017 entre M. Macron et Mme Le Pen. Et pourtant, donc, les sondages les placent aujourd'hui, l'un qualifié d'office, évidemment, second tour, et l'autre, Marine Le Pen, aussi. Donc, soit vous nous dites qu'il y a une distorsion réelle dans les sondages qui vous place aussi dans une bonne dynamique, soit, eh bien, les Français sont vraiment paradoxaux. Non, mais incontestablement, les sondages, notamment du fait de la méthode, parce que les sondeurs ont la trouille de ne pas savoir quantifier l'abstention. Donc, à cette méthode, vous savez, on pose 2 questions aux sondés. Pour qui avez-vous l'intention d'aller voter ? Et à cette heure, quelle est sur une échelle de 1 à 10 votre niveau de certitude d'y aller. Et si vous n'êtes pas entre 8 et 10, on vous exclut du panel. Vous avez des sondeurs qui ont des panels de 2000 et qui présentent des résultats avec 1000. Évidemment que ça exclut de fait toute une partie de l'électorat populaire qui, à cette heure, hésite encore. Des gens à qui il s'agit de dire, d'ailleurs, et je m'adresse à eux depuis votre antenne, certains disent, vous savez, ça sert plus à rien d'aller voter. Et ils ont 1000 raisons de penser ça. Ils ont été trahis, on leur a fait des promesses qui n'ont pas été respectées. Mais moi, je leur dis, écoutez, vous croyez vraiment que ça sert à rien d'aller voter ? Alors pourquoi ceux d'en face, ils y vont ? Parce que les électeurs de M. Macron, eux, ils vont y aller. Eux, ils ont déjà mis le réveil matin pour le 10 avril, parce qu'ils en ont pris plein les poches des mesures fiscales de M. Macron. Ils se sont beaucoup enrichis. Et donc, vous ne devez pas laisser votre voix passer, il faut y aller. Et désormais, oui, la grande question qui est posée, c'est quel second tour ? Et je crois qu'il y a un tiercé qui se dégage. Est-ce que c'est M. Macron, Mme Le Pen, c'est-à-dire un mauvais remake de 2017 ? Ou est-ce qu'on impose, parce que celui-là, il ne pourra pas l'éviter, M. Macron, le débat de second tour, une confrontation sur les grands enjeux et ce qui intéresse les Français, les salaires, on les augmente ou pas ? Quel est le sens de l'affrontement de second tour entre Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron ? On le sait pour Éric Zemmour, on le sait pour Marine Le Pen, mais pour Jean-Luc Mélenchon, quel est le sens de cet affrontement ? Je crois que le sens, il est au cœur des préoccupations des Français, Mathieu Bock-Côté. Vous savez que la question, par exemple, du pouvoir d'achat, ça reste la question centrale. Donc, il y a quelques enjeux assez simples qui permettent même presque de traduire ce débat de second tour
comme une sorte de référendum. Les salaires, on les augmente avec Jean-Luc Mélenchon, le SMIC par exemple, ou on ne fait rien avec Monsieur Macron. Alors, vous savez que sur ce point, pardon de vous dire, Sonia Mabrouk, que dans le trio de tête aujourd'hui, si, nous sommes les seuls. Madame Le Pen, elle refuse d'augmenter le SMIC, elle veut pas dégeler le point d'indice des fonctionnaires, c'est l'autre candidate des riches, Madame Le Pen. Si vous regardez un peu son discours économique, bon, c'est du Macron repeint en bleu marine. C'est difficile, sur la retraite à 60 ans. Mais surtout sur la question... Madame Le Pen qui propose la retraite elle ne la propose plus. Elle ne la propose plus. Pas pour tous. Mais donc c'est une clarification utile pour celles et ceux qui nous écoutent. C'est que si vous voulez la retraite à 60 ans, le seul bulletin de vote qui le permet, c'est le bulletin de vote Jean-Luc Mélenchon. Madame Le Pen a capitulé en race campagne sur cette question de la retraite à 60 ans. Elle a amendé son projet. Alors qu'un quart des plus pauvres sont déjà morts à 62 ans. Voilà la réalité dans notre pays. En tous les cas, ce sont deux visions de la société très différentes avec Emmanuel Macron. Sur la retraite, le pouvoir d'achat, on va décliner cela. Vous allez nous dire aussi comment, en quelques jours, vous comptez justement amplifier cette dynamique autour de votre candidat et d'autres questions à venir. Une courte pause et on se retrouve. Et ce sont deux invités que nous recevons ce grand rendez-vous dimanche. Dans quelques instants, ce sera Marion Maréchal, soutien d'Éric Zemmour. Mais tout d'abord, on poursuit cette émission avec vous, Adrien Quatennens. Le pouvoir d'achat, évidemment, essentiel, qui prend une place conséquente dans cette élection. La Belgique, et là je parle des prix de l'énergie de manière générale, vient de décider de repousser de 10 ans sa sortie du nucléaire prévue en 2025 pour garantir, disent les Belges, son indépendance énergétique. Est-ce que vous dites que les Belges sont pragmatiques ? Et heureusement que la France a fait de bons choix énergétiques. Non, je ne le crois pas. Bon, d'abord, si vous me permettez, sur la question de la hausse des prix, plus important encore que de discuter du mix énergétique, on va en parler. C'est lié. Bien sûr que c'est lié. Vous pouvez juste réagir à ma question, quand même, c'est important, un tel changement de la trajectoire. Je vais réagir si après on parle de ce qu'on fait pour les prix en général. C'est lié. Mais sur la question du nucléaire, bon, je pense que ce débat-là peut être débarrassé d'idéologie en France, pour une raison. C'est que sans faire grief à ceux qui nous ont précédés et qu'on fait un choix singulier pour la France, de tout miser sur le nucléaire. Un choix qui, il faut le dire, a permis un essor économique, a permis une énergie à bas coût, etc. Bon, aujourd'hui, nos centrales, notre parc nucléaire, il arrive à échéance. Il a été programmé pour un certain temps, il arrive à échéance. Donc la grande question qui est posée, c'est dans quoi on investit pour le futur. Est-ce qu'en effet, on mise à fond sur le nucléaire et donc nécessairement, par nature, j'ai envie de dire, on en prend pour des générations. Vous savez que les déchets radioactifs, dont d'ailleurs nos capacités de stockage en France arrivent bientôt à leur maximum en 2030, on parle de centaines de milliers d'années, d'accord ? Donc je pense qu'il faut avoir un débat pragmatique sur le sujet. D'abord, l'argument économique. Aujourd'hui, le coût des énergies renouvelables, pour le peu qu'on y investisse, en effet, il est largement plus compétitif que le coût du nucléaire. Enfin, Sonia Mabrouk, un seul exemple. Regardez par exemple Flamanville. C'est 17 milliards de surcoût. C'est pas terminé. C'est des années de retard. Il n'y a toujours pas un EPR qui fonctionne. Mais par contre, M. Macron, il va en mettre partout. Dans le rapport RTE, pardonnez-moi, le scénario qui prévoit ce que vous prévoyez est beaucoup plus coûteux que le scénario actuel si on continue dans notre trajectoire de conserver... Coûteux, c'est clair. En attendant, sur la question de la comparaison entre le coût du nucléaire, pour le peu qu'on y intègre tout en plus, Sonia Mabrouk, y compris le coût du démantèlement, parce qu'il y a des éléments sur lesquels on ne demande pas de prévoir, y compris ces coûts-là. Si on intègre tous les coûts, c'est plus compétitif. Premier argument. Mais pour moi, supporter que... Mais il n'est pas le seul, Emmanuel Macron, sur le nucléaire. À gauche, vous avez le candidat communiste, Fabien Roussel, qui est sur la même ligne. Bien sûr. Et la dernière fois, d'ailleurs, ça ne nous a pas empêché de faire campagne ensemble. On avait traité la question en disant on pourra soumettre cela à un référendum. Il dit vous faites fausse route. Mais si juste je pouvais terminer d'argumenter. Il y a la question des prix, première question. Deuxièmement, il y a la question du climat. On me dit souvent, oui, c'est bas carbone, donc c'est bon pour le climat. Et a priori, ça tombe sous le sens. Sauf que désormais, on voit les phénomènes extrêmes climatiques qui se produisent. Par exemple, la montée des eaux. Sonia Mabrouk, si vous regardez une carte de France en 2050 sous les effets de projection de la montée des eaux, vous avez des centrales nucléaires qui seront les pieds dans l'eau. Alors moi, je veux bien que vous me donniez ce matin votre numéro de téléphone pour que le jour où on a un problème, on vous appelle pour savoir comment vous faites. Moi, je veux bien vous le donner maintenant parce qu'on a déjà un problème maintenant d'indépendance énergétique. Aujourd'hui, on voit bien que heureusement qu'on a le nucléaire en France, Adrien Quatennens, et c'est lié au prix, vous le savez bien. L'Allemagne se retrouve dans une situation compliquée, les Belges changent complètement de paradigme. Mais vous savez où on va chercher l'uranium. Vous ne pouvez pas parler d'indépendance énergétique de la France. Mais on diversifie nos sources, l'uranium. Maintenant, c'est en Afrique, écoutez, Canada et je vais essayer de résumer notre position. Donc il y a la question économique, il y a la question du climat, mais il y a aussi, regardez, que se passe-t-il actuellement en Ukraine ? La guerre, c'est ça ? Avec combien de réacteurs nucléaires sur le sol ukrainien ? Et on a bien vu que, y compris le nucléaire civil, pouvait être une cible. Donc quand Jean-Luc Mélenchon disait attention, le nucléaire civil peut aussi être une cible, et que certains le moquaient, on voit que c'est une réalité. Donc pas de dogmatisme sur le sujet. Personne ne dit qu'on va sortir du nucléaire demain matin. En revanche, dire on prend une décision politique.
c'est de se fixer un horizon par lequel on sort. Vous avez cité le RTE, même si c'est un scénario ambitieux, avec vous j'en conviens. Mais par contre, techniquement, il est validé. C'est possible, techniquement. Très compliqué. Oui, mais très compliqué. J'ai envie de vous dire, le nucléaire, le nucléaire, très compliqué Bien. aussi. Le retard sur Flamanville, les surcoûts, les déchets, qu'est-ce qu'on en fait? Venons-en au prix. Très, très compliqué. Les centrales avec les pieds dans l'eau. Donc, c'est pas un choix idéologique, c'est un choix, en effet, de raison. On peut aller vers le 100% d'énergie renouvelable, comme d'ailleurs le souhaite, je l'ai noté, 74% des Français sont favorables au 100% renouvelable, comme objectif. Et ça va se faire d'ailleurs avec les salariés du nucléaire. Nous, on souhaite apporter une garantie d'emploi. Une indépendance. Mais l'indépendance énergétique, tout le monde est d'accord, sauf qu'aujourd'hui, le nucléaire, pardon, mais voilà, on pourrait y passer longtemps, mais le nucléaire n'est pas une source d'indépendance énergétique aujourd'hui. La France ne produit pas d'uranium. Oui, mais et puisqu'on parlait tout à l'heure de quels régimes avec lesquels on discute, regardez un peu les régimes avec lesquels... Force est de constater qu'on est beaucoup plus indépendant. Écoutez, nous pensons en tout cas, c'est notre souhait, que la France peut être aux avant-postes d'une grande bifurcation et notamment à travers la planification écologique d'aller vers 100% d'énergie renouvelable. Les prix. Alors sur l'énergie... Qui ont augmenté, il est vrai, vous l'avez dit, bien avant la guerre, mais là ça prend évidemment une toute autre tournure. Vous avez un projet, là-dessus je voudrais vous faire réagir aux dernières décisions du gouvernement qui met en place un véritable bouclier. Alors là vraiment les milliards pleuvent. Est-ce que vraiment vous dites ce n'est pas suffisant, rien n'est fait ? D'abord, il y a une chose, y compris sur l'énergie. Là, on a eu une petite discussion sur le mix énergétique. J'ai envie de vous dire, indépendamment du mix énergétique, il y a une question qui, à mon avis, devrait nous mettre d'accord. C'est la question de est-ce qu'on laisse faire le marché ou pas ? Parce que la Commission européenne a imposé l'ouverture à la concurrence du marché de l'énergie, alors qu'en France, on avait un modèle intégré où on maîtrisait tout d'un bout à l'autre. Ils sont arrivés, ils ont dit on fait la concurrence libre et non faussée, les prix vont diminuer. Tout le monde a vu le résultat avec les factures qui ont explosé. Donc il faut sortir un certain nombre de domaines du marché. C'est ce que fait le gouvernement actuel. Il ne laisse pas faire le marché, justement, puisqu'on bloque les prix. Alors, on bloque les prix, il faut regarder ce qu'on fait précisément. Moi, je vais vous dire, il s'agit de dire, en effet, c'est ce que nous proposons avec Jean-Luc Mélenchon, que le marché, la loi de l'offre et la demande, ça produit une anarchie complète. On le voit là. Et donc, quand on parle de blocage des prix, il faut dire ce qu'on souhaite. C'est pas donner une petite obole de 15 centimes par litre d'essence, comme le fait M. Castex. Sur l'électricité, le blocage, oui, mais sur le gaz. Mais par exemple, le fait que l'électricité, le prix de l'électricité soit toujours indexé sur le prix du gaz pour de simples effets de marché est un problème. Nous, avec Jean-Luc Mélenchon, ce que l'on souhaite faire, c'est bloquer les prix. Par exemple, le carburant, la première fois que Jean-Luc Mélenchon a parlé de blocage des prix, il était à 1,40. Donc on va le bloquer à la baisse, à 1,40. Et ça consiste à dire que la charge ne va pas reposer ni sur le client à la pompe, ni sur le contribuable, mais y compris sur les pétroliers. Parce qu'il faut dire aussi les choses. L'essentiel des hausses de prix, elles sont spéculatives. Pourquoi n'augmente-t-on pas la production ? Il y en a qui se frottent les mains, vous savez. Demandez aux Saoudiens. Mais vous savez, quand j'entends certains qui disent il faut absolument l'embargo, par exemple, sur le gaz et le pétrole russe. Mais vous savez qu'il y en a qui se réjouissent de ça. Les Américains, dont le pétrole et le gaz de schiste est rentable à $60 le baril, qui est maintenant à 115, ils viennent voir les Européens et puis ils donnent un petit coup de coude en disant... C'était lié au nucléaire, vous en parlez. Et c'est pour ça que les Allemands disent impossible. Donc sur les prix, le blocage des prix. Ensuite, ça c'est une mesure sans doute pas forcément pérenne, c'est une mesure liée à la situation d'urgence maintenant. On peut vous demander jusqu'à quand, mais il est vrai qu'on ne sait pas quand la guerre se termine. Non, donc en revanche, il y a des choses dont je suis sûr, Sonia Mabrouk, c'est que ce pays, la France, produit 2300 milliards de richesses chaque année qui sont très mal réparties. À l'heure où l'on se parle, vous avez 5 personnes, 5 milliardaires, accrochez votre ceinture, qui détiennent à L5 autant que 27 millions de la population. 40% des Français. Donc la question du partage des richesses, elle est évidemment un vrai sujet. Augmenter les salaires, c'est-à-dire ça a été beaucoup le temps du capital, c'est maintenant avec nous le temps du travail. Augmenter le SMIC en le portant à 1 400 € net. Faire en sorte que personne, quelle que soit sa condition sociale, n'ait à subir l'humiliation qui consiste à vivre sous le seuil de pauvreté. Vous le savez comme moi, Sonia Mabrouk, des femmes, des hommes qui ont peur d'ouvrir leur boîte aux lettres, qui bossent et qui se demandent s'ils vont pouvoir payer leurs factures, pouvoir offrir quelques loisirs à leurs gamins. La situation de la France, c'est en effet un pays dans lequel les richesses se sont toujours plus concentrées, mais depuis le début du quinquennat de M. Macron, mais vous avez vu c'est 400 000 personnes de plus sous le seuil de pauvreté. Cette étude qui est sortie cette semaine de l'OFCE, qui n'est pas un organisme partisan, et qui dit que c'est sous Emmanuel Macron que le pouvoir d'achat a le plus augmenté par rapport à ses prédécesseurs. Le pouvoir d'achat pour qui ? Mais Monsieur Barret, évidemment qu'il y en a pour qui le pouvoir d'achat a beaucoup augmenté. Il s'agit de... Écoutez, prenons un témoin, celles et ceux qui nous écoutent. Monsieur Barret, par exemple, vous voyez, les 19 mois de pandémie, c'est 240 milliards de plus dans les poches des milliardaires. Tiens donc, 240 milliards, c'est à peu près le même chiffre que les aides Covid dépensées par l'État. Vous voyez ? Donc, on ne peut pas tolérer de tels niveaux d'écart.
et le fait que 10 millions de personnes dans ce pays vivent sous le seuil de pauvreté. Enfin, 8 millions qui sont à l'aide alimentaire. C'est l'un des axes majeurs de votre programme. Augmenter les salaires, faire en sorte que personne ne vive sous le seuil de pauvreté. Et on peut aussi instaurer, en plus du blocage des prix, de la gratuité pour des biens essentiels. Je prends juste un exemple, mais l'eau. L'eau qui est indispensable à la vie. Ce sera bientôt la journée mondiale de l'eau. Et vous savez qu'il y a une grave crise de l'eau à travers le monde. Eh bien, on pourrait imaginer, et nous le souhaitons, c'est dans le programme, que les premiers mètres cubes d'eau qui sont indispensables à la vie soient gratuits pour toutes et tous, avec une tarification progressive qui ferait que, par exemple, l'eau qui sert à laver sa voiture ou à remplir une piscine coûte plus cher permettre à tous de bénéficier des premiers mètres cubes gratuits. Mathieu, une autre question. Nous rendons hommage aujourd'hui, 10 ans plus tard, aux attentats de Mohamed Merah contre une école juive, contre plusieurs personnes, nous le savons. Plusieurs hésitent aujourd'hui à qualifier cet attentat d'islamiste. Est-ce aussi votre cas? Ben non, c'est une évidence. C'est un acte de terrorisme islamiste. Et d'ailleurs, faut dire les choses, 10 ans après, et c'était avant Charlie Hebdo, c'était avant le Bataclan, on est toujours saisi d'effroi de voir, y compris, que des enfants ont été ciblés au sein même de leur cours d'école pour le simple fait qu'ils étaient juifs. Donc il faut une vigilance accrue à tous les niveaux et faire en sorte de renforcer tous nos anticorps républicains parce que nous ne sommes pas à l'abri. Il y a un devoir de mémoire aujourd'hui. Moi, je pense aux mots de M. Sandler et je crois que ce sont des cicatrices qui ne se referment jamais complètement. On va conclure sur ce qui est à venir pour vous. Adrien Quatennens, c'est une marche pour la 6e République. Ce sera tout à l'heure. Je voudrais une simple question. Imaginons que l'Assemblée constituante, que vous voulez créer de vos voeux, supprime la fonction présidentielle. Ça veut dire, imaginons que si Jean-Luc Mélenchon arrive au pouvoir, aussitôt, il repart. Ce qu'il nous faut en tout cas, bon, d'abord merci de rappeler ce rendez-vous. Nous avons rendez-vous tout à l'heure à 14h à la Bastille pour cette grande marche. Je crois que, bon, évidemment c'est pour la 6e République, mais celles et ceux qui vont y participer vont aussi donner à voir leur aspiration à quelques jours du premier tour de voir Jean-Luc Mélenchon qualifié et tous nos espoirs avec face à M. Macron. Écoutez, la Constitution de la 5e République, elle a été conçue en 1958. Le temps est beaucoup passé depuis, le peuple a beaucoup changé. Par exemple, à l'époque, les femmes de plus en plus gaulliste. Non, mais les femmes ne pouvaient pas avoir de compte bancaire sans l'autorisation de leur mari. Vous aviez une majorité des gens qui n'étaient pas raccordés au téléphone. Aujourd'hui, 85% a une connexion Internet. Bref, donc il faut créer les conditions que le peuple français puisse se refonder. On parlait tout à l'heure, avant que l'émission démarre, des niveaux d'abstention dont nul démocrate ne peut se satisfaire. Eh bien, il est temps de dire aujourd'hui qu'il faut permettre au peuple français de redéfinir ses droits. Et donc, ce que nous voulons faire, oui, c'est une assemblée constituante qui serait chargée de rédiger un projet de nouvelle constitution pour la France. Nous avons des idées sur ce que nous souhaiterions mettre dedans. Il faut conjuguer la meilleure stabilité des institutions d'une part, pour pas que ça soit l'Assemblée générale permanente, et en même temps la capacité d'intervention populaire. Vous voyez, les Gilets jaunes comportaient des revendications démocratiques qui étaient déjà les nôtres dans le programme depuis quelque temps. Mais le référendum d'initiative citoyenne, le droit de révoquer les élus à mi-mandat, pour rappeler que les élus n'ont pas un blanc-seing mais un mandat. Voilà ce que nous souhaiterions faire nous. Par contre, oui, contrairement à d'autres, nous n'avons pas un projet clé en main de 6e République. On va proposer des choses, mais c'est au peuple lui-même de définir ses règles. Je termine juste en vous disant, vous savez, la Constitution de 1793, c'était écrit dedans, un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer sa constitution. Une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures. Je crois que le temps est venu. Peut-être. Les Français restent quand même attachés à la 5e, mais vous proposez donc cette évolution. Merci Adrien Quatennens d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de m'avoir invité. Merci. Autre invité à présent dans quelques instants, ce sera Marion Maréchal, soutien d'Éric Zemmour. Merci encore, bel après-midi. Merci à vous.